Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 6e cérémonie annuelle des Laniakea Awards. Merci au montage. Comme chaque année, c'est la tradition, c'est la vidéo un peu bilan de la culture de l'année dernière en termes de films, séries, jeux vidéo et musique. Donc globalement, dans ces 4 catégories, je vais vous parler de mes œuvres préférées de cette année 2025. Alors c'est pas sous format top, c'est vraiment une liste, sauf le gagnant. Dans chaque catégorie, il y a mon œuvre préférée. Et donc celle-là sera annoncée après les autres, juste après la partie sur vos œuvres, mais ça, j'y reviens un peu plus tard. S'il n'y a que certaines catégories qui vous intéressent ou si vous voulez pas regarder la vidéo d'un coup, j'ai découpé la vidéo en timecode, donc allez voir la description pour naviguer plus facilement. Et donc chaque catégorie est découpé en 3 sous-catégories. Par exemple, prenons les films, il y a d'abord mes films préférés, ensuite il y a vos films préférés que vous m'avez suggérés sur Instagram, et ensuite mon top 1 film préféré de l'année. Bien évidemment, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo, puisque le principe de ces vidéos quand même, et ça faut pas l'oublier, c'est de vous faire découvrir des choses que peut-être vous aurez envie de regarder, ou de jouer, ou d'écouter, enfin vous avez compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la partie Instagram où je vous demande vos œuvres, pour qu'il y ait encore plus de variété et de diversité dans ce que je peux vous proposer dans cette vidéo. Donc c'est parti, commençons sans plus tarder avec la toute première catégorie, les musiques. Alors du coup on commence avec la musique, comme chaque année, c'est là où j'ai le plus, que ce soit de mon côté ou de votre côté. Donc exceptionnellement pour cette catégorie, il y a une 4e sous-catégorie, les mentions honorables, sur lesquelles je vais aller très vite. Ah oui, évidemment ça fait 6 ans qu'on fait cette émission tous les ans, et ça fait plus de 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube, mais je ne sais toujours pas parler de musique, et j'ai pas les termes, donc vous allez voir c'est catastrophique, mais on est là pour ça. L'album de Lufcat, Vicious Delicious, un groupe de rock gothique je dirais, genre l'ambiance gothique, le genre littéraire, à l'ancienne, très cool. Ah oui vous avez vu, hein. C'est pas un fond vert, non. Pomme avec son nouveau single, Des excuses. Ce single est incroyable et vu qu'il y a qu'un single, c'est dans les mentions honorables, mais j'ai hâte du nouveau projet. David, le but du jeu, donc l'album de McFly et Carlito, j'ai beaucoup aimé, surtout musicalement, c'était assez fou. Théodora, alors je l'ai mis dans les mentions honorables tout simplement parce que je n'ai pas encore bien écouté, mais j'ai pris vraiment 2 claques avec Fashion Designer évidemment, et Il me rit tout sonné, évidemment aussi j'imagine. Présidente, King of Terror, groupe plutôt récent qui a fait un peu parler de lui dans la scène metalcore je dirais, donc c'est encore un peu tôt pour mettre ça dans mes préférés, mais j'ai beaucoup aimé ce premier EP, il y a des défauts mais je pense que c'est prometteur. Et surtout j'aimerais bien qu'il continue avec le lore qui a l'air super intéressant, on va voir. Comet de Théa. Théa je dirais que c'est de l'hyper pop français, hein. Encore une fois j'ai pas les termes. Ça va très vite, ça dénonce, c'est génial, hâte de voir la suite. Et enfin MTV Unplugged de The Cranberries. C'est dans les mentions honorables parce qu'évidemment c'est un album live qui est pas du tout sorti cette année. Enfin si, en fait le MTV Unplugged c'est pas passé cette année, mais l'album est sorti cette année. Donc génial de voir des nouvelles versions live de Cranberries qu'on n'avait jamais entendu, en tout cas moi, mais bon ça ne peut aller que dans les mentions honorables parce que c'est quand même super vieux. Allez maintenant passons à mes projets préférés de cette année. Et on commence avec Sleep Token, Even in Arcadia. Je dirais c'est du métal progressif, un peu comme Président dont on a parlé il y a 10 secondes. J'ai découvert le groupe parce qu'ils ont fait la première partie de Linkin Park au concert à Paris, et j'ai beaucoup aimé, du coup après j'ai écouté, surtout qu'ils ont sorti un album pas longtemps après, et c'est vraiment bien. Alors il y a parfois j'ai du mal un peu avec ce style là, genre il y a des jours, il y a des moments, mais la plupart du temps j'adore. C'est un univers spécial, à la fois parfois très accessible et parfois beaucoup moins, tout le monde n'aimera pas, et évidemment comme tous les projets dont je vais vous parler en termes de musique, je vais vous conseiller 2-3 sons si vous voulez écouter pour voir. Alors c'est peut-être pas les meilleures portes d'entrée pour tout, mais c'est ceux que j'ai choisis. Donc là je vous conseillerais Look to Windward et Damoclès, la favorite de Yoa. Ah oui parce que je l'ai pas dit, dans cette catégorie là la place de gagnant, donc mon top 1 qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, ça a été compliqué, il y avait beaucoup de prétendants, notamment la favorite de Yoa. Je me souviens avoir déjà essayé cet album il y a longtemps, je pense à sa sortie, après je dis ça, l'album est pas vieux du coup puisqu'il est sorti cette année, mais bref vous comprenez, et je me souviens que comme très souvent avec moi, je me dis je sens qu'il y a un truc mais je l'ai pas encore, et j'y reviendrai. Le fait est que j'y suis revenu des mois plus tard et c'était une claque. Franchement la voix, la musique, les paroles, c'est excellent. Il y a tellement de sons que je voudrais vous conseiller, je vais devoir me limiter. Je dirais 2013, Le Collectionneur, et ma préférée, évidemment, comme d'habitude c'est la dernière de l'album, hein, vous me connaissez, la favorite, West End Girl de Lily Allen. La découverte la plus récente de la catégorie je pense. J'ai découvert ça vraiment à la fin de l'année et c'est un banger évidemment comme tout ce dont je vais vous parler
dans cette vidéo. Je connaissais pas du tout, alors Lily Allen je connaissais de nom mais je connaissais même pas sa musique, et j'ai adoré. Il y a plusieurs styles, elle va raconter une même histoire du début à la fin de l'album, tous les états dans lesquels elle passe durant cette histoire, franchement c'est presque un film à ce niveau là. Les sons que je vous conseille c'est Madeline, Ruminating et Fruity Loops, mais je vous conseille d'écouter l'album dans son intégralité puisque voilà, ça raconte une histoire, probablement comme tout ce dont je vais parler aujourd'hui, mais vas-y. La fuite en avant d'Orelsan, vous savez quoi, ça raconte une histoire aussi. Bon, si vous suivez les Lanyaka Awards tous les ans, vous savez que j'aime bien Orelsan, et cet album n'échappe pas à la règle. J'ai pas encore vu le film, du coup j'ai découvert cette histoire avec l'album vraiment, et j'ai beaucoup aimé les choix de personnifier les démons, surtout là avec les feats de l'album. Bon, il y a d'autres choix où je suis un peu moins fan dans l'album, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bon, et surtout musicalement, l'album est génial. Je vous conseille encore une fois feat Yame, peut-être ma préf de l'album avec une autre dont on va parler juste après, Les Monstres, Epiphany, et du coup mon autre préféré de l'album avec celle avec Yame, Roy avec Thomas Bangalter, la dernière évidemment. What If I Break Up With You de Iliona. Là aussi comme la favorite, j'avais déjà essayé, puis je me suis dit plus tard, et au final, énorme claque. Il y a tellement d'idées musicales dans l'album. Là, on arrive vers la fin de la sélection musique. On arrive vraiment au moment où j'ai plus d'adjectifs qualificatifs. Faites-moi confiance, c'est génial. Je vous conseille Connery, Rater une rupture pour les nuls et surtout 23, la dernière. Enfin, depuis qu'il y a la version de luxe, c'est plus la dernière, mais bref. Si on sombre, ce sera beau de Solane. J'aimais bien Rome qui avait percé il y a un petit moment déjà. Du coup, là, quand l'album est sorti, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai bien fait. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai écrit cette vidéo, on était décembre 2025, fin 2025. Au moment où je tourne cette vidéo, on est fin janvier 2026. Il y a eu un petit moment entre, et cet album est je pense celui que j'écoute encore le plus de toute cette sélection. Il est plutôt long, il y a énormément de sons, ce qui est une bonne chose pour moi. Je vous conseille Rome évidemment, même si c'est la plus connue, vous la connaissez peut-être. Appelle-moi sorcière, Insomnie, Thelma et Louise feat. Yoa, elle est là aussi, donc forcément un classique, et surtout La Lune, probablement ma préférée de l'album. Deadbeat de Tame Impala. Alors Tame Impala, Let It Happen évidemment, énorme banger, mais c'est pas du tout le bon album, et globalement c'est du Tame Impala quoi. Il va pas réinventer la roue avec cet album, mais c'est bien si vous aimez Tame Impala, et c'est mon cas. De la musique un peu planante, un peu dansante, c'est l'ambiance un peu Pink Floyd, mais un peu plus électro, je dis n'importe quoi. Et du coup ce genre de musique, un peu comme Pink Floyd, j'ai du mal à savoir vraiment quels sont à quel titre, puisque j'écoute en fait en ambiance. C'est d'ailleurs super hein, si vous voulez bosser en même temps et écouter de la musique. Mais du coup, je vais pas pouvoir vous conseiller de son quoi. Allez écouter comme ça. Ego Death at a Bachelorette Party. Faut que j'arrête de mettre des albums avec des titres si longs, surtout en anglais, de Hayley Williams. Donc Hayley Williams, la chanteuse de Paramore, qui a une carrière solo à côté. Alors moi, j'aime beaucoup Paramore. Hayley Williams en solo, j'aimais vite fait sans plus. Mais là, son nouvel album, par contre, c'est un énorme banger. Alors pareil comme Solane, c'est très très long. Il y a une vingtaine de sons. Il y a tellement de sons différents, il y a vraiment des styles très différents, des thématiques très différentes. Elle parle de plein de trucs différents. Je dis trop de fois le mot différent. Et du coup, je trouve que juste le début, ça commence super fort avec Ice in My OJ et Gloom, qui est un de mes sons préférés de tout l'album entier. Après, il y a des sons parfois un peu plus classiques, parfois il y en a vraiment qui marquent, mais quand même, je vous conseille Negative Self-Talk, Discovery Channel et surtout True Believer, ce banger absolu qui n'est pas la dernière pour une fois. Et enfin, le dernier projet musical de cette sélection, avant de passer à votre sélection puis à mon top 1. Donc là, ce n'est pas le top 1 dont on va parler, même si ça aurait vraiment pu, c'était à ça de passer, Lux de Rosalia. C'est un des albums que j'ai le plus écouté cette année, alors qu'il est sorti vers la fin de l'année et que je l'ai écouté en plus pas à sa sortie mais un peu plus tard. Donc c'est une perf assez folle. Avant ça, Rosalia, je connaissais de très très loin. Vite fait de nom, peut-être un ou deux sons, mais je sais même pas vraiment que c'est d'elle. Et là, du coup, c'est la révélation. Pour moi, de mon point de vue, elle sort vraiment de nulle part. Je sais que c'est pas du tout le cas, mais elle était pas du tout dans ma sphère musicale. Du coup, pour moi, elle sort de nulle part et sort un chef-d'œuvre. Elle chante dans plusieurs langues, plusieurs styles, plusieurs genres. Ça veut dire la même chose. C'est vraiment incroyable. Dans mon classement des albums les plus écoutés de cette année, Lux est top 7, sachant qu'au-dessus, il y a deux BO différentes de Clair Obscur qui prennent donc deux places. Et Rosalia est juste derrière mon album préféré de cette année, que je vais vous dire juste après, en étant sorti en novembre. Hein. Donc vraiment, je vous recommande d'aller écouter Lux, sachant que probablement vous l'avez déjà fait. Si je devais vous conseiller quelque chose d'ailleurs, ça serait d'écouter l'album en entier. Mais sinon, et là je vais lire parce que beaucoup trop compliqué, Mio Cristo Piange Diamanti, et oui parce que la prononciation en anglais c'est compliqué, mais alors en italien, Berghain et La Perla. Voilà, maintenant on va passer à vos recommandations. Bon alors pour les musiques, j'ai écouté un petit peu ce que vous m'avez proposé, ce que je n'ai pas fait pour les films et les séries et tout ça, parce que ça serait beaucoup trop long. Du coup je peux vous dire un petit peu mon avis, même si, encore une fois, je ne sais pas parler de musique, et surtout, j'ai pas vraiment écouté en détail. Donc, commençons par la BO de Clair Obscur. Donc oui, je suis entièrement d'accord. Je l'ai pas mis moi parce que c'est une BO, c'est un petit peu différent, mais c'est une des rares BO de jeux vidéo que j'écoute en dehors du jeu vidéo. Ensuite, on a le Was Album des Spaghetti Sluts. C'est chelou, c'est du punk, c'est normal. C'est pas vraiment ce que j'écouterai tout le temps, mais de temps en temps, dans le bon mood, c'est vraiment cool. Cœur maladroit de Marine. C'est un single, c'est pas vraiment mon style, mais c'est efficace, c'est sûr. Insolent 5, pareil, c'est un single, c'est un freestyle de Big Flo et Oli évidemment. Alors moi j'aime beaucoup Big
Big Flo Oli. Les freestyles insolents, en général, j'aime bien quand ça sort. Puis après, je trouve que ça vieillit très vite. Donc celui-là, pour le coup, est mon préféré. À voir s'il vieillit aussi, mais franchement, il est vraiment bon. Autrement, de Julien Lib, qui est un single aussi. Alors, pas du tout mon style, mais j'adore la pochette. Voilà, je vous laisse admirer. Bon, c'est pas non plus... Voilà, mais quand même. Ouais, sinon, la musique, c'est un peu trop classique pour moi. Breakout et Layard après garde, c'est 2 singles. C'est génial, évidemment. Mon préféré des deux, c'est Layard. Pour le sujet et aussi parce que c'est le plus long, le plus expérimental. N'oubliez pas que je ne sais toujours pas parler de musique, hein, c'est très important. Toi et moi de Jul, bah je vais câbler, hein. Alors j'ai rien contre Jul en général, mais non, celle-là non, non. Gentil garçon de Elena. Alors d'abord j'ai cru que c'était une erreur parce que Elena c'est celle qui a fait Mauvais garçon. Sauf qu'en fait elle a aussi fait Gentil garçon, donc je ne sais pas, du coup je sais plus sur quel pied danser. Et du coup pas mal en tout cas, dans les deux cas ça va, c'est pas mal. Laurent de Amantique, un EP. C'est un banger, super son, super parole. Et le clip de Eau Salée est génial. A Study of Losses de Beyrouth. Beyrouth c'est un voyage. Non, en fait, c'est de l'alternative, ce qui veut tout et rien dire, en fait. Faut vraiment écouter pour comprendre. C'est un peu du Loroir, du Woodkid, différent quand même, mais c'est l'idée, quoi. Il faut que tu saches de Slimane, c'est pas mon truc. Pretty Doll Corps, de Femme Togo, Petite Sœur et Néophrone. Ça fait partie de ces fameux albums que j'écoute une première fois, vite fait, j'accroche pas trop, et puis je reviens quelques mois plus tard et tout, sauf qu'on n'est pas encore quelques mois plus tard là. Donc franchement, je vois le potentiel, je sais que je peux bien aimer, mais il va falloir que je le réécoute de temps en temps. En même temps, c'est pas facile d'accès, hein, vous me l'accorderez, mais j'aime beaucoup l'idée du projet, donc j'y retournerai. Tournesol de Ejai, je sais pas. Je connaissais pas du tout, j'ai écouté, et c'est plutôt bien. À voir la suite. Et votre gagnant de loin, hein, il m'a été cité beaucoup plus de fois que les autres, et c'est normal au vu des vidéos que j'ai fait sur la chaîne et tout. Breach de 21 Pilots. Et je comprends, c'est vraiment bien, mais n'en parlons pas plus pour l'instant. Maintenant, il est temps de voir mon album préféré de 2025. Peut-être ce sera le même que vous, peut-être pas. Voyons ça tout de suite. Donc le Laniakea Awards du meilleur album de 2025 revient à Breach de 21 Pilots. Et oui, enfin. C'est la 3e fois que 21 Pilots sont dans les Laniakea Awards, mais ils n'ont jamais gagné. Mais ça y est, c'est enfin chose faite avec leur dernier album, en tout cas dans le lore. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, hein, de 21 Pilots en général et de cet album. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si ça vous intéresse. Mais l'album est génial, ça conclut parfaitement le lore, tout en étant musicalement incroyable, comme d'habitude avec 21 Pilots. Il y a énormément de sujets différents, de styles différents. Et j'ai l'impression qu'en se libérant, entre guillemets, de la pression du lore, même s'il y a toujours le lore dans cet album, mais il est conclu dès le début, après c'est compliqué, regardez ma vidéo. Mais du coup, ils ont pu innover encore plus, je trouve, ce qui est fort parce qu'ils innovaient déjà pas mal, notamment avec Robot Voices, Cottonwood et Center Mass. Pour moi, c'est une réussite totale. Ma préférée de l'album, c'est évidemment, comme d'habitude, la dernière, Intention, mais je crois pas qu'il y ait de flop tout court dans cet album. Et en plus, je trouve qu'avec l'album de l'année dernière, ça fait un super diptyque. Au niveau des thèmes abordés et des sons, il y en a beaucoup qui se répondent directement, c'est super intéressant. Donc voilà, meilleur album de l'année, c'est mérité entièrement. Et j'ai très hâte de voir la suite si jamais il y a une suite. Ah, les jeux vidéo, toujours la catégorie où j'ai le moins, que ce soit de mon côté ou de votre côté, mais pas cette fois, parce que cette année, OMG qui a eu des bons jeux. Kirby Air Rider. Beaucoup de jeux de course cette année, hein, vous avez remarqué. Et celui-là était inattendu de fou, parce que le dernier Kirby Air Ride est sorti il y a 20 ans. C'est un jeu de Sakurai, donc le créateur de Kirby, Smash Bros, et beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que le jeu, au niveau des interfaces, ressemble beaucoup à Smash Bros, hein, c'est la même team. Le jeu est super simple en termes de gameplay, une touche seulement, 2 parfois, mais globalement une touche. Et cette touche va faire plusieurs actions dépendant de là où vous êtes sur le terrain, de ce que vous faites. C'est rapide, nerveux, aléatoire, c'est génial. Skate. Point. Alors c'est un jeu MMO de skate. Il y a pas grand chose à faire dedans à part juste du skate quoi. On est dans une ville et on fait du skate et il y a beaucoup de joueurs sur la map. Pour l'instant le jeu est en accès anticipé donc c'est normal aussi qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de choses. La map est plutôt petite, il n'y a pas encore toutes les zones. Mais j'ai énormément joué à ce jeu parce que c'est juste super addictif de faire du skate en fait. Il y a rien à faire à part du skate donc on y va pour faire du skate. Pokémon Legend ZA. Le nouveau Pokémon, un Pokémon Legend. J'avais adoré le premier Legend Arceus qui malgré quelques graphismes un peu chelous, j'ai adoré la DA et le principe de liberté, de pouvoir attraper les Pokémon, de se battre avec eux, pouvoir mourir contre les Pokémon. Et du coup là, graphiquement c'est beaucoup mieux. Et surtout les personnages sont incroyables, la DA est folle dans ce jeu. Alors c'est toujours plus ou moins le cas avec les champions d'arène, ils ont toujours des styles de fou et des personnalités assez folles. Mais d'habitude c'est juste pour un dialogue avant le combat quoi, on les voit pas beaucoup dans le jeu. Là on va vraiment beaucoup les voir ces persos et c'est très cool. Ils ont tous une personnalité propre et les voir interagir entre eux c'est génial. Et puis le retour de la méga évolution et l'histoire liée à XY c'est génial aussi. Parce que XY ça a toujours été le jeu mal aimé de par le fait qu'il n'y a jamais eu de suite alors que tous les autres jeux ont une suite ou au moins une 3e version alors que l'histoire de XY est vraiment bien donc ça méritait d'être un peu plus approfondi et c'est le cas enfin. Donc vraiment Pokémon Legend ZA incroyable et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la 10e génération. Donkey Kong Bonanza, un nouveau Donkey Kong 3D, c'est vraiment l'année des sorties inattendues et géniales parce que le dernier et seul Donkey Kong 3D à ma connaissance il était sur Nintendo 64 donc c'était il y a très longtemps. Comme d'habitude chez Nintendo c'est le gameplay qui prime et là c'est incroyable. On peut tout détruire, il y a des trucs cachés partout
partout. La maniabilité de Donkey Kong est géniale, mais du coup c'est un peu difficile à expliquer sans y jouer parce que c'est vraiment le gameplay, faut y jouer. Donc je peux juste vous dire que c'est génial d'y jouer. Arc Riders. J'ai adoré The Finals il y a quelques années. J'en avais parlé dans les Laniake Awards de l'époque. Ben, le même studio qui a fait The Finals, Embark, nous a fait un nouveau jeu, Arc Riders. Et encore une fois, c'est un banger. C'est un extraction shooter, donc vous arrivez sur une map, vous devez loot plein de trucs et après vous extraire. Il y a du PvE contre les arcs qui sont des robots, mais il y a aussi du PvP contre les autres joueurs et c'est là que tout prend sens. Vous pouvez faire alliance avec les autres joueurs, mais à tout moment ils peuvent vous trahir. Donc c'est vraiment quelque chose de jouer à Arc Riders parce que faut se méfier, mais en même temps essayer de faire des alliances pour pouvoir ressortir en vie de cette partie et pouvoir ramener le loot à la maison. C'est super addictif, tout est bien dosé entre les mobs, le stuff, le multijoueur et surtout le chat de proximité rajoute énormément. Franchement, faut y jouer. Hollow Knight Silksong. Et oui, enfin, après tant d'années, Silksong est enfin sorti et c'est génial. Alors moi, j'avais jamais fini Hollow Knight, j'avais beaucoup joué à Hollow Knight mais j'avais pas fini. Donc là, pour la sortie de Silksong, j'ai recommencé une partie et j'ai fini Hollow Knight. Et directement après, j'ai enchaîné avec Silksong et c'est génial, les deux jeux sont exceptionnels, il y a énormément de nouveautés dans Silksong qui rendent le jeu très intéressant et différent d'Hollow Knight. Par contre, Silksong est un peu trop hardcore. Hollow Knight, il y a certains boss qui sont un peu galères, mais ça va, à part bien sûr les boss finaux et les boss annexes sur God Home, mais en termes d'histoire, voilà, ça va. On arrive à avancer. Silksong, en revanche, je trouve que c'est moins clair parfois de savoir où aller tout simplement, et parfois, ben on sait où aller, mais le boss est juste impossible. Notamment une en particulière, ceux qui ont joué savent de qui je parle probablement, tout de rouge vêtu et qui chante une super chanson durant tout le combat. Ça, je peux pas lui enlever, le combat est exceptionnel. Mais par contre, j'y ai passé, je pense, une semaine juste sur ce combat. Donc ouais, Silksong peut-être un poil dur, mais vraiment bien sinon. Très hâte de voir les DLC du coup qui vont sortir cette année. Enfin, normalement. Mario Kart World. Enfin un nouveau Mario Kart. J'attends ça depuis au moins 2015. Bon, j'abuse peut-être un peu. En fait, Mario Kart 8 est sorti en 2014. Et depuis, on n'a pas eu de vrai nouveau Mario Kart. On a eu Mario Kart Tour sur mobile, Mario Kart Home Circuit, le truc dans la vraie vie qui jouait sur Switch, c'était bizarre. Et Mario Kart 8 Deluxe évidemment sur Switch, mais tout ça c'est pas des vrais nouveaux Mario Kart. Donc je pense que ça fait un peu moins de 10 ans que j'attends un nouveau Mario Kart et enfin il arrive. Comme d'habitude, c'est un classique tout simplement, c'est incroyable. Déjà le jeu est beaucoup plus joli que Mario Kart 8, il y a beaucoup plus de persos, il y a un monde ouvert et surtout le nouveau système de aller d'une course à l'autre, moi j'aime bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais du coup moi j'aime bien, donc génial. Moi la licence Mario Kart ça a toujours été ma licence préférée de Mario. Je préfère même ça au Mario 2D et au 3D. Donc je suis trop content d'avoir un nouveau Mario Kart enfin. J'attends juste des DLC quoi maintenant. Bah, quand on parle de Mario Kart, je suis très impatient quand même. Death Stranding 2 On the Beach. J'avais adoré le premier Death Stranding la deuxième fois que j'y joué. Parce que j'avais essayé une première fois, j'avais pas trop accroché, mais j'avais joué moins de 2 heures. Et Death Stranding 1 et 2 ont cette petite particularité d'être un peu relou au début, faut s'y habituer. Genre les 2-3 premières heures peut-être, ce qui est beaucoup. Mais après, perso, je trouve ça fou. Là, ce deuxième jeu, c'est le même que le premier, mais en un peu différent. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours une histoire vraiment chelou, vraiment incompréhensible au début, qui va être de plus en plus compréhensible au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Une histoire qui est toujours aussi géniale. Hein. J'adore les histoires de Death Stranding. Par contre, au niveau du gameplay, donc on joue un livreur, hein, donc il faut livrer un truc d'une station à une autre station. Bon, dit comme ça a vraiment pas l'air fou. Et au final, dans le premier jeu, c'était génial. Plus t'avances dans le jeu, plus t'as des choses pour avancer plus facilement, plus t'as des choses d'autres joueurs qui t'aident. Moi, j'adore préparer mes affaires pour partir vers une expédition, parce qu'il faut bien réfléchir à où vous mettez les affaires sur votre exosquelette. Vous pouvez les mettre dans le dos, mais aussi accrocher aux bras, aux jambes. Non, c'est génial. Et je trouve que dans ce deuxième jeu, c'est un peu moins le cas. J'ai l'impression que c'est un peu moins stratégique et c'est juste, bon, on prend une moto, on met tout dedans et on y va, quoi. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage, mais je comprends, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de ce gameplay dans le premier. Donc là, au final, il y a plus de combats que dans le premier. Voilà, c'est un peu différent. J'ai l'impression qu'il est aussi plus court que le premier. Par contre, au niveau de la beauté du jeu, de la beauté des environnements, de la contemplation, de la musique, ça, c'est toujours aussi virtuose. C'est Woodkid qui fait la musique. Alors, il n'y a pas que la musique de Woodkid quand vous vous baladez, mais Woodkid a fait la BO du jeu. Et Woodkid, j'adore évidemment. D'ailleurs, j'ai pas mis son nouvel album dans ma partie musique, parce que vu que c'est un album lié à Death Stranding, voilà, j'en parle maintenant. Mais évidemment, c'est incroyable. Quand je jouais au premier Death Stranding, je trouvais qu'il manquait une chose, c'était de la musique de Woodkid. Au final, il y a eu la version PS5 du premier qui est sortie avec des musiques de Woodkid rajoutées. Et là, dans le 2, c'est carrément lui qui fait toute la musique, c'est incroyable. Donc, hâte de voir ce que Kojima nous réserve pour la suite. Et j'espère qu'il y aura un Death Stranding 3, même si pour l'instant, ça n'a pas l'air prévu, parce qu'il y a d'autres projets en cours. Donc, hâte de voir tout ça. Maintenant, passons à vos jeux préférés de 2025. Et comme d'hab, c'est n'importe quoi. J'ai l'habitude avec vous maintenant pour les jeux vidéo. Déjà, on va commencer par ceux dont j'ai déjà parlé, Donkey Kong Bonanza, Kirby Air Rider et Mario Kart World. Parce que du coup, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Les jeux sont géniaux. Vraiment, Nintendo était on fire cette année, et pour l'année prochaine, ça commence fort aussi. Avec pour février, un Mario Tennis, pour mars, Pokémon Pokopia, et pour avril, le futur jeu de l'année, Tomodachi Life. Mais bref, passons aux jeux dont je n'ai pas parlé, donc Plateau. Voilà, un jeu mobile où vous pouvez jouer à plein de jeux, genre le billard, le foot, voilà, c'est un jeu mobile. Sauf que le jeu est sorti en 2014 en fait, donc ça marche pas du tout pour 2025. Et en plus, à part le foot qui est un peu fun, les jeux sont pas fous. Ensuite, Mario Galaxy 1 et 2. Alors c'est un remaster
remaster, donc ça marche. Enfin même c'est un portage en réalité. Mais du coup c'est sorti cette année, alors j'y ai pas joué, parce que j'ai déjà Mario Galaxy 1 et 2 sur Wii, et le 1 je l'ai dans Mario 3D All Star. Donc là ça commence à faire beaucoup de Mario Galaxy. Il serait peut-être temps de sortir le 3 à non Nintendo. Mais en tout cas c'est des classiques, donc là c'est juste un portage, donc je pense qu'ils sont tout autant géniaux, donc normal qu'ils soient là. Chess.com, un site pour jouer aux échecs, le plus connu je pense, sorti en 2007. C'est pas du tout la bonne année. Et puis des échecs, moi c'est vraiment pas mon truc. Metroid Prime 4, alors je n'ai joué à aucun Metroid à part le tout premier sur NES, vite fait quand la mini NES était sortie. Et j'ai très envie de me mettre à cette saga. J'attends juste qu'ils sortent le seul Metroid qui a pas encore sur Switch, sur console virtuelle, Metroid Other M je crois qu'il s'appelle. Et pour Metroid Prime, j'aimerais bien qu'ils sortent le 2 et le 3 quoi sur Switch. Parce qu'il y a le 4 qui vient de sortir, il y avait le 1 remaster, mais le 2 et le 3, inconnu au bataillon. Mais une fois que ça sera sorti, je vais faire cette saga parce que ça me donne très envie. Clash of Clans, voilà, vous me le mettez chaque année, c'est le running gag, j'ai capté. Mais encore une fois, c'est sorti en 2012, Battlefield 6. Alors moi je suis pas un gros joueur FPS, hein, Valorant, Fortnite, max quoi. Donc je vous laisse juger Battlefield 6, mais c'est vrai que j'en ai entendu du bien. Et de toute façon, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Assassin's Creed Shadow. J'ai pas encore joué au jeu parce que je fais les Assassin's Creed dans l'ordre et que j'en suis pas du tout à là. Mais j'ai très envie d'y jouer, c'est peut-être l'Assassin's Creed qui me hype le plus depuis longtemps. Mais moi de toute façon, je suis pas du tout difficile en Assassin's Creed, donc je sais que je vais adorer. Maintenant, passons à mon jeu préféré de cette année. Le Laniakea Awards du meilleur jeu vidéo de 2025 revient à... Et oui, Clair Obscur Expedition 33. Évidemment, que dire de plus que tout ce qui a déjà été dit sur le jeu, sur tout ce qui s'est passé sur internet, sur toutes les vidéos YouTube qui en parlent, dont la mienne, parce que j'ai fait une vidéo entière sur le jeu. Le jeu est exceptionnel, la DA est exceptionnelle, la musique est exceptionnelle, les graphismes, le gameplay, l'histoire, tout est génial. Pour moi, ce jeu est sorti de nulle part. Franchement, je n'ai pas entendu parler avant, je pense, un mois avant sa sortie, quand il a commencé à y avoir encore plus de trailers. Au début, j'ai même compris que c'était un FPS remake d'un ancien jeu. Pas du tout. Donc ce jeu est sorti de nulle part et c'est devenu un de mes jeux préférés of all time. Alors il y a quand même 2-3 défauts évidemment, mais pour moi les défauts sont minimes, c'est pas des défauts très importants. J'ai tout adoré, toute l'histoire même, ce qui est parfois le point négatif des gens. Moi j'ai adoré la fin par exemple, j'en parle dans ma vidéo d'ailleurs si vous voulez savoir. Donc ouais, forcément c'est le jeu de l'année. Et pourtant vous avez vu que cette année il y a eu de la concurrence, hein, que ce soit dans les jeux que je vous ai cités ou même dans ceux que j'ai pas cités. Je pense notamment à Hades 2 par exemple, auquel je n'ai pas joué car j'ai pas joué au 1, mais qui a l'air génial aussi. Franchement je peux pas vous en dire plus pour pas spoil, allez voir ma vidéo si ça vous intéresse, si vous avez joué au jeu. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que le studio nous réserve pour la suite, que ce soit la suite d'Expedition 33 ou la suite de leur jeu avec d'autres licences. Cette année, j'ai vu beaucoup moins de films que d'habitude. Enfin, de nouveaux. J'ai surtout regardé des vieux films. Donc la sélection sera un peu moins originale que d'habitude, mais il y a quand même de la qualité dedans. Et puis du coup, c'est super parce que la partie Instagram me permettra de vous parler de plus de films. Donc, commençons tout de suite avec le premier film, Les 4 Fantastiques Premiers Pas. Alors le sous-titre, je peux toujours pas, hein, c'est vraiment catastrophique, mais j'ai beaucoup aimé, évidemment, la DA du film. Le fait que ça se passe dans un autre univers permet une plus grande liberté. Et ce film aussi annonce, alors dans ma vidéo, hein, pas quand c'est sorti parce que c'est pas le premier comme ça à être sorti, mais annonce un changement dans les films de super-héros. Alors ça reste quand même très similaire, mais ça se voit qu'il y a eu un ras-le-bol des super-héros, et là c'est en train de changer. Alors c'est encore au début, mais ça se voit qu'il y a un changement. Le côté super-héros coloré est beaucoup plus assumé, et en termes de messages, il y a de très bons messages. Celui-là par exemple est complètement sur la famille, et c'est génial. Knives Out, Wake Up Dead Man. J'adore regarder les films whodunit. En général, j'essaie toujours de deviner qui est le tueur, et toutes les 2 secondes je change d'avis, et je me fais toujours avoir à la fin. Et pour Knives Out, j'adore le fait que chaque film est dans un style très différent. Mon préféré des 3 c'est toujours le premier, mais j'ai préféré ce 3e au 2e. En tout cas j'aimerais que ça ne s'arrête jamais et qu'il y en ait toujours de nouveaux, donc s'il vous plaît faites-en d'autres. Thursday Murder Club. J'adore regarder les films whodunit. En général j'essaie toujours de savoir qui est le tueur, et j'ai déjà dit ça non? Un autre film d'enquête cette fois qui se passe dans une maison de retraite. Ça change un peu parce que l'enquête est un peu au second plan. En fait c'est beaucoup plus sur les retraités qui essayent de sauver leur maison de retraite, et dedans il y a des intrigues, des enquêtes qui vont arriver, il y en a plusieurs qui s'entremêlent, c'est plutôt génial et j'aimerais beaucoup une suite. Insaisissable 3. Enfin ce film est sorti, ça fait des années que je l'attends. Les 2 premiers j'avais adoré, le côté magicien mais poussé au maximum, presque too much. Niveau spectacle c'était incroyable, hein. La scène de la carte évidemment tout le monde connaît, mais surtout ce que j'aimais dans ces films c'est le côté plot twist, il y en avait toujours beaucoup et on s'attendait jamais à ce qui allait se passer. Dans ce 3e en l'occurrence on s'y attend beaucoup plus, c'est le côté vraiment dommage. Par contre j'ai adoré revoir tous les anciens acteurs des 2 premiers, revoir leurs persos en action. Il y a toujours des tours de magie bien spectaculaires, j'espère qu'on pourra avoir une suite. Alors je pense pas qu'il ait très bien marché, et surtout on a attendu bien longtemps avant d'avoir un 3, donc le 4 peut-être un jour j'espère, parce que ça pourrait être super intéressant à voir. Avatar 3 Fire and Ashes. Vous savez, si vous avez vu d'autres Laniakea Awards, j'adore Avatar. Ce spectacle visuel, musical, ces personnages, je suis dedans à 100%. Et ce 3e opus ne déroge pas à la règle. Alors il est très similaire au 2e sur beaucoup de points. Déjà il commence juste après la fin du 2e, contrairement au 2e qui commençait très
13 ans, 9 ans après le premier, je sais plus. Et ça s'explique facilement du fait que le script pour Avatar 2 et 3, en fait, de base, c'est un seul script. Mais c'était trop long, du coup, ils l'ont découpé en 2 films. Le world building de Pandora se montre encore plus. On découvre plus de peuples Na'vi qui vivent différemment. On voit comment les humains vivent sur cette planète, du coup, depuis qu'ils sont revenus dans le 2. Et franchement, les affrontements entre Jake Sully et Quadrich, c'est toujours la même chose et on s'en lasse jamais. Frankenstein. Film de Guillermo del Toro, connu notamment pour jouer dans Death Stranding, et aussi accessoirement un réalisateur assez connu. Je crois que j'ai vu 0 film de lui, à part Frankenstein du coup, mais faudrait que je m'y mette parce qu'il y en a beaucoup qui me font envie. Et là, le film est incroyable. Dégoûté de pas pouvoir le voir au cinéma et de devoir le voir sur Netflix. Les acteurs et actrices sont incroyables, l'esthétique gothique est super bien retranscrite, le film est magnifique visuellement, et au niveau de l'histoire et de comment elle est racontée, je trouve ça génial aussi. En fait maintenant, j'attends juste une chose, c'est que Guillermo del Toro fasse la même chose avec d'autres monstres gothiques. Kaamelott volet 2, première partie. J'aime Kaamelott, j'ai aimé le premier film, mais je dois avouer que j'ai préféré ce deuxième film. Parce que ce que j'aime dans Kaamelott, c'est surtout cette idée de partir à l'aventure, de faire des choses qui serviront peut-être à rien, mais de les faire. C'est très mal dit, mais il y a une sorte de philosophie que j'aime bien dans Kaamelott, et je trouve qu'on la voit plus dans ce deuxième film que dans le premier. J'aime l'idée d'avoir formé plusieurs groupes, du coup ça permet de se concentrer sur plusieurs personnages, parce qu'il y en a beaucoup, sans être trop brouillon. Le problème c'est que, il n'y a pas de fin du coup, puisque c'est en 2 parties, donc j'ai très hâte de voir la suite, et j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce que nous promet, entre guillemets, ce premier film. K-pop Demon Hunter. Malheureusement, seul film d'animation de cette vidéo. Autant la K-pop je connais de très très loin, autant ce film, j'adore. J'ai énormément écouté la BO en dehors du film, ce qui m'arrive très rarement sur les films, encore une fois. L'animation est exceptionnelle, les gags fonctionnent plutôt bien, et l'histoire est plutôt classique, mais c'est cool, ça fonctionne, le message est bon, on apprécie franchement. Donc vraiment, K-pop Demon Hunter, c'est un classique pour moi, et c'est normal qu'il ait un peu explosé tous les records sur Netflix. Thunderbolt. Alors ça, je m'y attendais pas. Quand le film a été annoncé, j'étais en mode, c'est une très bonne idée, mais je suis pas plus hype que ça, parce que c'est une team avec des persos assez secondaires. Il y a certains persos que j'aime bien, par exemple Yelena, et il y en a je les aime sans plus quoi, parce qu'on les a pas beaucoup vus, c'est des persos très secondaires quoi. Mais par contre je me suis dit effectivement que c'était une très bonne idée de faire une team avec ces persos un peu secondaires pour les remettre sur le devant de la scène et qu'on ne les oublie pas. Pour moi c'est ce que Marvel aurait dû faire le plus après Endgame, c'est faire plusieurs teams avec plusieurs persos au lieu de faire autant de projets. Ça aurait fait moins de projets mais où ils sont regroupés. Mais bon, on va pas réécrire l'histoire. Au final ce film est vraiment bien. C'est ce fameux film qui amorce ce changement dans les films de super-héros dont j'ai parlé avec les 4 Fantastiques. Parce que c'était le premier de l'année, il me semble, à vraiment changé. Avant lui, il y avait Captain America 4, que j'ai toujours pas vu, qu'il faudra que je vois, mais qui était a priori très classique niveau super-héros. Là, on voit qu'on veut raconter des choses, ça reste un film de super-héros Marvel, mais ça parle de dépression, ça parle de solitude, de confiance en soi, avec des super-héros qui sont vraiment pas valeureux. C'est la plupart des mercenaires et des tueurs à gages, mais leur côté famille, du coup, alors au début, ils s'aiment pas du tout, hein, ils se connaissent pas, et justement, au fur et à mesure du film, ils sont vraiment une alchimie entre eux, plus que n'avaient les Avengers dans leur premier film, par exemple. Donc vraiment, c'est une très grosse réussite pour moi. J'aime ce qui se passe à la fin, je vais pas dire vraiment ce qui se passe, mais au niveau de cette team, et j'ai hâte de voir la suite, l'année prochaine, probablement, dans Doomsday, du coup, ou dans Secret War, ça dépend, voilà, comment sont faits les films, je sais pas, je les ai pas vus encore, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour le futur des films de super-héros, mais c'est pas le seul. Maintenant, parlons de vos films préférés de cette année. Alors évidemment, contrairement aux musiques, je n'ai pas regardé les films que vous m'avez proposés, donc fatalement, je vais pas pouvoir en dire grand chose, mais j'en parle parce que peut-être l'affiche ou ce que je vais dire dessus, qui sera pas grand chose, pourra intéresser certains d'entre vous. D'abord, je vais parler de ceux dont j'ai déjà parlé, donc par exemple, Thunderbolt, Frankenstein, Avatar 3 et les 4 Fantastiques. Voilà, tous ces films sont géniaux, j'en ai déjà parlé, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, commençons les autres. Chainsaw Man, Arc, Reze, je sais pas comment ça se prononce. Je n'ai rien vu, rien lu de Chainsaw Man, mais ça fait partie des mangas que j'ai vraiment envie de lire, donc ça arrivera à un moment, ça a l'air génial. Zootopie 2, je l'ai pas encore vu, mais Zootopie 1 était génial, le 2 a l'air tout aussi bien, j'en ai entendu du bon, donc là aussi, il faudra que je le voie. Avignon, voilà, et là, c'est là qu'on commence dans les films que j'ai jamais entendu parler, pour moi c'était une ville, Avignon. Je connais pas du tout, apparemment ça a l'air d'être une comédie romantique, n'hésitez pas d'ailleurs à en dire en commentaire si vous connaissez et si j'ai dit n'importe quoi. On enchaîne avec La Pampa, pareil, je connais pas, c'est une comédie dramatique selon internet. Bugonia, alors là je n'ai pas vu non plus, mais je connais plus. En fait j'ai très envie de le voir, j'ai juste pas encore eu le temps. Donc si en plus vous me dites qu'il est bien,
franchement je vais le voir. A Real Pain. Alors je connais pas du tout, mais le cast me hype un peu, j'aime bien ces acteurs, donc à voir, à voir. Weapons, alors je n'ai pas vu, parce que l'horreur c'est pas vraiment mon truc, mais ce film a fait beaucoup parler de lui, je trouve, quand c'est sorti. Ça a l'air pas mal, mais voilà, l'horreur c'est pas vraiment mon truc. Et on enchaîne avec F1, le film, que je n'ai pas non plus vu, c'est un film de F1, je vous avais dit que j'aurais pas grand chose à dire. Hein. Et enfin Karate Kid Legend, que j'ai vu, je l'ai vu, il est plutôt bien, mais j'avoue quand même que j'ai préféré les anciens Karate Kid, et surtout la série Cobra Kai qui est vraiment un immense banger. Donc n'hésitez pas à refaire des films Karate Kid, hein, surtout sur Cobra Kai. Un film Cobra Kai par exemple, ça pourrait être génial. Et donc maintenant passons à votre film préféré que vous m'avez cité plus que les autres, le nouveau Superman. Et je comprends, ce film est rafraîchissant dans un genre, les super-héros, qui est assez vieillissant, même si, comme on a dit, cette année, il y a eu pas mal de changements, ça commence doucement. Ce film est un banger, donc je comprends totalement. Maintenant, passons à mon film préféré de l'année 2025. Et le Laniakea Awards du meilleur film de 2025 revient à Superman. Et oui, forcément, j'ai les viewers que je mérite, hein, vous avez les mêmes goûts que moi. Franchement, c'était une très bonne année niveau super-héros, je dois dire. Ce nouveau film est un très bon Superman, est un très bon premier film du DCU, et c'est juste un très bon film tout court en fait. Si vous enlevez le skin Superman, vous avez toujours un très bon film. Et je suis très content de ce qu'ils en ont fait. Un Superman qui représente vraiment l'espoir, qui sauve tout le monde quoi qu'il arrive et qui n'échoue pas. Enfin si, forcément parfois il échoue, mais il aura toujours fait de son mieux, même pour sauver ne serait-ce qu'un écureuil. Il y a aussi évidemment une forte critique politique dans ce film qui est vraiment bien faite, que ce soit au niveau du pays, j'ai oublié le nom du pays complètement, hein, mais qui a envahi l'autre pays, ou juste Lex Luthor en fait. Franchement, le message du film est pas compliqué, c'est juste être gentil, c'est bien. Et surtout cet été, il y a Supergirl qui a l'air aussi incroyable, mais quand même différent de Superman. Ah oui, et évidemment, le Justice Gang, incroyable, je veux un film sur eux, ou une série peut-être pas un film, une série. Mystère Terrific par exemple, je ne connaissais pas du tout ce personnage avant, et il vole presque le film à Superman tellement il est incroyable dans ce film. Donc cet award est complètement mérité, bien joué James Gunn. Bon bah on attaque la dernière catégorie de cette vidéo, les séries. Comme d'habitude j'ai vu beaucoup trop de séries cette année, donc comme pour les musiques, il y a quelques mentions honorables. Andor saison 2, alors pourquoi mention honorable? Parce que je l'ai pas vu. Et oui, je n'ai pas eu le temps de la voir, et c'est mon plus grand regret niveau série cette année, parce que la saison 1 était incroyable, la meilleure œuvre Star Wars, et la 2 a l'air tout autant incroyable, il faut vraiment que je la voie, mais je l'ai pas vue, mais je peux vous conseiller au moins la saison 1, ça c'est sûr. Allez voir Andor, c'est génial. Astérix, le combat des chefs, le retour de Shabba sur Astérix. En plus, en animation, franchement c'est vraiment banger, c'est assez court en plus, donc si vous aimez Astérix, foncez. Only Murder in the Building saison 5. J'adore regarder des séries whodunit. En général, j'essaie toujours de savoir qui est le tueur, et je l'ai vraiment déjà dit ça. En vrai, j'adore cette série, c'est vraiment incroyable. J'attends la nouvelle saison à chaque fois avec impatience. L'ambiance, les personnages sont géniaux, et la musique, surtout la musique. Non, j'ai vraiment hâte du coup de la prochaine saison, comme d'habitude. Souvenir, une série documentaire de Seb et Sofiane, documentaire vlog où ils vont raconter tout simplement leur voyage dans 4 pays différents, où ils vont faire des trucs pas vraiment touristiques, des trucs étranges. Wednesday saison 2. Bon alors normalement vous connaissez Wednesday, hein, je vous apprends rien. Je tiens quand même à en parler parce que la saison 1 j'avais bien aimé mais sans plus, voilà. Je trouvais que ça manquait un peu d'originalité, alors que normalement vu qui a créé la série, vu le sujet et tout ça, c'était censé quand même être original quoi. Et la partie 1 de la saison 2 c'était toujours un peu pareil, mais en plus je trouvais que ça allait super vite, que les histoires se concluaient super vite, que ça enchaînait, c'est trop bizarre. Mais la partie 2 de la saison 2 je l'ai trouvé beaucoup mieux, avec des vraies bonnes idées, des actrices et acteurs qui m'ont plus convaincu. C'était un peu plus original et un peu plus assumé je trouve, donc j'aimerais beaucoup que la saison 3 aille plus dans cette ambiance là, mais voilà. 1670 saison 2. Et enfin pour finir les mentions honorables, une série que vous connaissez probablement pas, une série humoristique polonaise, un peu à la The Office What We Do in the Shadow, c'est-à-dire faux documentaire, bon sauf que là on est au Moyen-Âge en Pologne, donc il n'y a pas des équipes de tournage et tout, mais il y a quand même ce truc comme dans Modern Family, où entre certaines scènes il y a les personnages qui s'adressent face cam, et l'humour repose beaucoup sur des anachronismes. Les personnages sont géniaux, c'est super drôle, vraiment regardez. Maintenant il est temps de passer à la sélection de mes séries préférées de 2025. Et on commence avec Bref 2. Bon c'est bref quoi. 10 ans après la première saison, il y a une seconde saison qui sort, et moi je dis oui, hein, là la série en plus elle est vraiment actualisée, que ce soit dans la forme ou dans le fond. C'est pas juste la même chose qu'à l'époque, non, c'est vraiment des nouveaux sujets abordés, une nouvelle façon de faire les choses, avec les anciens personnages qui reviennent, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux personnages.
personnages. Bref, c'est bref en mieux quoi. It, Welcome to Derry. Waouh, cette série est assez folle. En fait, à la fin du premier épisode, j'étais en mode, c'est quoi cette série? C'était pas fou tout le long du premier épisode, et puis la fin, j'étais en mode, je suis pas sûr de continuer après ça, mais j'ai continué, et en fait, au fur et à mesure des épisodes, je m'attachais vachement au personnage, j'avais envie de voir la suite, et puis il y avait un mystère autour de It, du coup, de ça. On savait pas trop où il était, on en apprend un peu plus sur comment il fonctionne, mais en même temps, nos personnages savent pas, du coup, il y a un grand mystère sur qu'est-ce qui se passe. Pennywise est toujours aussi terrifiant, et le générique est exceptionnel. C'est peut-être le truc qui me manque le plus depuis que la saison est finie. Donc j'espère vraiment qu'on aura une suite parce que ça peut être très prometteur. Les Loups-Garous saison 2. La suite des Loups-Garous par Fari et Panayotis. Toujours autant exceptionnel, franchement cette série est géniale. Parce qu'en fait c'est un jeu télévisé, mais tourné et raconté comme une série. Il y a des choses qui se passent et qui ne nous sont pas dit à ce moment-là, mais plus tard. Il y a des retournements de situation de par le montage. On ne sait pas tout dès le début, on ne connaît pas tous les rôles. Il y a l'humour est bien dosé notamment avec les interventions de Mr. V. Et j'ai l'impression que le niveau des joueurs est encore plus ouf cette saison. Stranger Things saison 5. Et oui, j'ai bien aimé cette saison. Il y a des défauts, mais juste voir ces personnages évoluer dans cet univers, moi j'adore en fait. Par contre, oui, je déplore aussi le côté moins horreur, moins flippant de cette saison, mais en fait, je déplore ça depuis la saison 3. Pour moi, il y a que les 2 premières saisons qui sont dans cette ambiance. Du coup, bah voilà, j'ai fait le deuil depuis quoi, et donc j'ai pu apprécier cette saison comme les autres. J'aimerais plus développer ce pourquoi j'ai aimé cette saison, mais bon, on n'a pas vraiment le temps ici, on y reviendra probablement sur la chaîne un jour. Mais j'ai aimé la fin surtout, sans spoiler, sur le côté espoir. Voilà, je vais pas en dire plus, et j'ai très hâte des futurs spin-offs, notamment le premier qui sort là dans quelques mois, spin-off animé, qui se passe entre la saison 2 et la saison 3. En tout cas, très hâte. The Chair Company. Alors c'est l'histoire d'un type qui bosse dans une entreprise qui fait des centres commerciaux, et puis quand il doit annoncer son grand projet, après l'annonce, il s'assoit sur une chaise durant vraiment la conférence devant tout le monde, et la chaise se casse et il tombe. Et du coup, il a tellement honte qu'il fait des recherches sur la compagnie de la chaise et découvre un complot. Il découvre qu'en fait, c'est pas vraiment une entreprise qui existe, il y a des choses très étranges derrière, et ça part vraiment dans tous les sens. La série est full chelou, full humoristique. C'est une série de Tim Robinson, hein, donc si vous connaissez pas, c'est un humoriste. Perso, je l'ai découvert avec I Think You Should Live with Tim Robinson, qui était une série qu'il avait sur Netflix, je crois. Une série super chelou, super random aussi niveau humour, où chaque épisode était une histoire différente. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'extraits de cette série, I Think You Should Live, sur les réseaux, dans les réels, les TikTok. Beaucoup d'extraits sont devenus des mèmes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il vous dit quelque chose. Et donc ouais, là c'est pareil, ça a aucun sens, mais j'adore, c'est vraiment drôle. Donc je vous la conseille très fortement. Et j'espère qu'il y aura une suite parce que la fin, il me faut une suite. Severance saison 2. J'ai découvert Severance cette année. Alors je connaissais évidemment, tout le monde en parlait déjà avant, mais du coup là c'est quand la saison 2 est sortie que tout le monde a recommencé à en parler, que je me suis dit allez c'est le moment, je regarde là-haut. Et j'ai adoré. Alors il y a un côté Black Mirror évident, tout le concept de Severance et tout c'est génial, et c'est plutôt bien exploité dans la série, mais moi ce que je préfère dans cette série c'est le côté Lost. Si vous ne le savez pas, Lost est une de mes séries préférées, et dans Lost il y a vraiment ce côté, nos personnages trouvent quelque chose de vraiment chelou et qui n'a rien à faire là, ils le notifient mais peuvent rien faire à ce propos, et donc pendant plusieurs épisodes, ben, nous spectateurs on va se demander c'était quoi ça, et en fait c'est plusieurs épisodes après qu'on aura un peu plus d'infos. Et ben là il y a aussi ça avec Severance, et j'adore ça quand on en apprend un peu plus sur cette entreprise, mais pas tant, et du coup ça nous pose plus de questions que ça n'en répond. Non vraiment, regardez cette série, c'est phénoménal. Peacemaker saison 2. Du coup j'ai commencé Peacemaker après avoir vu Superman et Creature Commando. En fait au moment où la saison 2 commençait à sortir, j'ai commencé la 1 et j'ai adoré. Alors la 1 moins que la 2, mais elle est quand même vraiment bien. Mais la 2 il y avait ce côté, bah déjà toute la fin incroyable. Je vais pas spoiler ce qui s'y passe, mais génial. Mais surtout la série en fait ne raconte pas grand chose. Il se passe pas grand chose, mais voir Peacemaker interagir et vivre dans ce monde, c'est juste suffisant en fait. Les autres personnages aussi sont géniaux à suivre, et tu vois que c'est vraiment une équipe, et j'ai hâte de voir, de les revoir en fait dans le DCU, parce que clairement leur histoire n'est pas terminée, et donc il me faut la suite. Doctor Who saison 2. Bah alors comme chaque année où une saison de Doctor Who sort, j'ai mis dans les règles des Laniakea Awards que j'avais pas le droit de mettre Doctor Who en gagnant de la série de l'année, parce que sinon je la mettrais tous les ans, puisque c'est vraiment ma série préf. À égalité avec Lost peut-être, mais globalement elle est hors catégorie. Cette saison était géniale, peut-être préférée à la saison 1 qui était sortie l'année dernière. D'ailleurs si vous n'avez jamais vu Doctor Who, je vous recommande très fortement de commencer avec cette saison 1 et cette saison 2, puisque comme vous le savez peut-être, c'est pas du tout la première saison et la saison 2, mais c'est une sorte de soft reboot, c'est-à-dire que c'est vraiment la suite de ce qu'il y avait avant, mais vous pouvez commencer là, tout est réexpliqué. L'année prochaine, il n'y aura pas de saison, donc vous êtes tranquille, par contre il y aura un épisode, l'épisode spécial Noël. Donc là on entre dans un long moment sans nouvelles de Doctor Who vraiment, mais je vais pas plus m'attarder sur cette série là maintenant dans cette vidéo, puisque j'ai une chaîne YouTube entièrement dédiée à Doctor Who, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner, voilà je mets le lien quelque part, et j'ai beaucoup parlé déjà de cette
Tête saison 2. En revanche, cette année est aussi sorti The War Between the Land and the Sea. Et là, même si vous connaissez pas Doctor Who et que vous n'avez jamais regardé, écoutez ça. Il s'agit d'un spin-off de Doctor Who qui est sorti cette année de 5 épisodes seulement, et il n'y a pas du tout besoin d'avoir vu Doctor Who pour regarder, car il n'y a pas vraiment de lien avec Doctor Who. Le seul lien globalement, c'est la présence de UNIT, qui est le groupe militaire anti-extraterrestre de l'univers de Doctor Who, donc le groupe qui protège la Terre des extraterrestres, et évidemment les Sea Devils, qui sont des ennemis de Doctor Who, mais pas besoin d'avoir vu Doctor Who du tout. L'histoire en fait, c'est l'humanité a pollué les océans, et les Sea Devils, ou comme ils sont appelés dans cette série, les Homo Aqua, qui sont un peuple qui vivait sur Terre avant les humains, mais qui se sont mis en hibernation il y a des milliers d'années, et qui ne se réveillent que maintenant, et qui découvrent que la Terre leur a été volée. Donc dans cette série, ils se réveillent, et ils se plaignent à l'humanité, que l'humanité a pollué l'océan. Et donc toute la série, ça va être sur les négociations pour éviter la guerre entre les deux espèces, et sur trouver un terrain d'entente, et de partager la Terre. Et c'est 5 épisodes de pur thriller politique. La tension est maximale lors des négociations. C'est aussi une série qui parle de colonisation, de pollution, de racisme, vraiment du pire de l'humanité quoi. Mais il y a aussi des persos humains qui représentent le bien dans l'humanité, et justement ça va être intéressant de voir leur réaction face à ce que les hauts placés en gros de l'humanité font. Même si vous connaissez pas du tout l'univers de Doctor Who, je vous la conseille. Ah oui, et juste, elle est pas encore sortie en dehors du Royaume-Uni, puisqu'elle sortira vers mars a priori sur Disney+, mais pour l'instant du coup elle est dispo que sur la BBC, donc bon, un peu chiant à regarder. Mais attendez, elle va sortir en France en 2026. Maintenant passons à vos séries préférées de 2025. Nous voilà donc dans la dernière partie Instagram. Partie assez longue, donc je vais aller assez vite, surtout sur les séries que je connais pas vraiment. Commençons déjà par parler de ceux dont j'ai déjà parlé comme d'habitude. Stranger Things saison 5, Bienvenue à Derry, et Severance, vous savez déjà ce que j'en pense. Les Carnets de l'apothicaire, une série adaptée d'un manga, je n'ai ni vu ni lu. En revanche, je connais, c'est très très beau, et peut-être qu'un jour je lirai. Bosch Legacy, je connais pas du tout, c'est une série policière apparemment. Has Been Hotel saison 2, j'avais adoré la première saison, et je n'ai pas encore vu la deuxième, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais Has Been Hotel, c'est vraiment pas mal. Complicité, je connais pas du tout non plus, une mini-série thriller apparemment. Fallout saison 2, comme Has Been Hotel, j'ai adoré la saison 1, et j'ai pas encore vu la saison 2, faudrait vraiment que je m'y mette. J'ai pris du retard en fait sur la fin d'année, et ces deux séries sont sorties sur la fin d'année, donc j'ai hâte. Squid Game saison 3, j'imagine, peut-être que la 2 est sortie aussi cette année, je sais plus. J'ai beaucoup aimé la première, la saison 2 j'ai lâché avant la fin. J'ai pas fini, il me doit me manquer 2 épisodes, et c'est pas parce que c'est nul, non, c'est vraiment bien, c'est parce que c'est trop pour moi en fait. La pression durant les jeux, c'est trop, j'ai pas envie de les voir mourir. Voilà, j'avoue, c'est trop pour moi Squid Game, donc j'ai jamais pu finir. The Last of Us saison 2, j'ai vu la première, j'ai adoré, j'ai pas vu la 2 encore, mais il faut que je la voie parce que la première était vraiment bien. Après j'ai joué au jeu, donc je sais ce qui se passe concrètement, mais quand même. The Studio, on m'en a dit du bien de cette série, un studio de cinéma qui fait des films, du coup ça a l'air génial. Stick, du golf, Owen Wilson, je connais pas, mais voilà le pitch. L'été où je suis devenue belle, alors c'est assez connu je crois, c'est pas du tout mon style. Hated Rivalry, alors ça, dernièrement j'en ai beaucoup entendu parler, mais je connais pas plus que ça, donc je peux pas plus vous en dire, apparemment c'est bien. Nous, les monteurs, apparemment c'est adapté d'un livre, mais je connais pas plus. The Abandon, une série western qui me donne plutôt envie, mais je connaissais pas. NCIS Origins, bon NCIS je connais comme tout le monde je pense, mais je n'ai jamais regardé un épisode, donc celle-là non plus. Dexter, les origines encore, je n'ai pas encore vu Dexter, c'est une série que je compte regarder un jour, ça a l'air vraiment pas mal, et c'est en plus l'époque des séries que j'aime bien, et du coup les origines ça a l'air aussi bien, mais je vais pas la regarder avant Dexter. Pluribus, la nouvelle série du créateur de Breaking Bad, qui est vraiment bien pour le coup. Et enfin votre série préférée que vous m'avez énormément mentionné, Adolescence, série phénomène, qui a l'air vraiment incroyable, mais j'avoue que je n'ai pas encore vu. Je pense que je vais bientôt la regarder, mais voilà, j'ai pas encore vu. C'est la première fois qu'on a une distance, et que vraiment votre préféré, ce n'est pas le mien, car je ne l'ai pas vu. Mais du coup, quelle est ma série préférée? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on est déjà dans le dernier Laniaka Awards de la vidéo. Enfin je dis déjà, mais la vidéo est pas mal longue. Le Laniaka Awards de la meilleure série de 2025 revient à Pluribus. Alors là, c'était pas prévu du tout. C'est-à-dire que j'ai pris connaissance de l'existence de cette série, je pense, une semaine avant que ça sorte, et j'ai tout de suite adoré évidemment. En fait, c'est par Vince Gilligan, du coup, le créateur de Breaking Bad. Mais quand j'ai commencé la série, je me suis dit, ça va pas ressembler à Breaking Bad, puisque c'est pas du tout le même univers. On est sur un truc un peu science-fiction, sans trop spoil. Et en fait, c'est vraiment comme Breaking Bad. C'est-à-dire pas du tout au niveau du sujet, mais au niveau de comment c'est filmé, au niveau de comment la narration est faite, et du rythme surtout, c'est complètement Breaking Bad. Et Better Call Saul, du coup, par la même occasion, que j'ai préféré à Breaking Bad pour le coup. Better Call Saul est vraiment un chef-d'œuvre qu'il faut regarder. Donc là, l'histoire n'est pas liée,
particulier, mais si vous avez adoré ces deux séries, regardez. Je peux pas en dire beaucoup sur l'histoire pour ne pas spoil, parce que j'ai découvert cette série sans savoir de quoi ça parlait, et je pense que c'est le mieux. En fait, j'avais vu le premier trailer, je croyais savoir de quoi ça parlait, et en fait, pas du tout, et pour le mieux. J'avais pas du tout compris le pitch. Grosse surprise durant la série. Le concept est encore mieux que ce que j'imaginais. On se pose tellement de questions, et pas mal sont répondues, et pas mal seront répondues probablement dans la suite. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc oui, Pluribus mérite amplement le Laniakea Award de la meilleure série de 2025. 2025 a été une très bonne année pour les Laniakea Awards. La meilleure, je pense, depuis 2020, hein, qui sont les premiers Laniakea Awards. Et oui, ça fait un moment que je fais cette cérémonie. Toujours un plaisir de parler culture sur cette chaîne, dans un sens très large. Je pense toujours à parler de plus de choses que ces 4 catégories, mais c'est toujours compliqué, hein. On verra l'année prochaine si je change un peu la formule. Je pense que ça mériterait, puisque ça commence à dater maintenant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de comment améliorer tout ça. Et surtout, ça c'était mes œuvres préférées et les œuvres de la communauté sur Instagram. Mais n'hésitez pas à vous me dire en commentaire vos œuvres préférées de cette année dans chaque catégorie. Et bien sûr, moi je vous dis surtout à la prochaine, hein, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout, je vous dis un peu en retard, bonne année. Ciao.